Bonjour et bienvenue à la webconférence AppSyBorg consacrée à la sécurisation des moyens de paiement. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Victor Marquez, responsable de marché SedgeFR-Pénil. Tout au long de cette session, vous pourrez poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Victor. Bonjour Charlotte. Donc, bienvenue à cette session de sécurisation des moyens de paiement, SedgeFR-Pénil. Donc, comme vous l'a dit Charlotte, nous allons passer une petite heure ensemble, suivi, on va dire, en fin de session de questions-réponses sur lesquelles je m'efforcerai de vous répondre. Et on va aborder tout de suite donc, cette présentation. La première chose, c'est juste pour rappeler, parce qu'il est bon de rappeler aussi qui sommes-nous en tant qu'intégrateur des solutions Sedge, donc AppSyBorg. Le fait marquant de l'année 2007 sera nos 30 ans de partenariat et d'existence dans l'environnement Sedge. Donc ça sera aussi l'occasion, et vous le verrez au fil des mois, des événements vont se poursuivre tout au long de l'année. Et c'était juste aussi pour vous rappeler un peu comment est constitué AppSyBorg aujourd'hui dans cet environnement à l'écosystème Sedge. Donc quelques mots, mais très rapidement pour passer après à la sécurisation. On vient de clôturer notre exercice fiscal au 31/12/2016. Donc on dépasse cette année les 48 millions de chiffres d'affaires, donc la société se porte bien. Les investissements autour de différentes offres nous permettent d'accroître nos chiffres d'affaires. Nous sommes 375 collaborateurs au sein des 13 régions organisées en fait dans toute la France par direction régionale, et nous comptons à peu près 3300 clients maintenus par les équipes AppSyBorg dans deux partenaires historiques qui sont Sedge et Microsoft. Et notre métier, comme vous le savez, certains d'entre vous, les d'autres ne nous connaissent pas. L'objectif, c'est conseiller et d'animer l'ensemble des offres Sedge par rapport à différentes thématiques métiers. Notre métier principal est de déployer ces solutions, et bien entendu, nos équipes de support sont là à votre service pour vous accompagner tout au long après cette phase de démarrage projet en termes de support et d'accompagnement de veille légale et réglementaire. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet. Ce que je souhaite aujourd'hui aborder avec vous, j'ai essayé de découper au maximum la partie sécurisation des moyens de paiement. J'aimerais revenir, je vais le faire en plusieurs phases. Le contexte, il est bon de rappeler quelques chiffres et d'éléments que vous allez pouvoir communiquer à vos directions, en tout cas pouvoir sensibiliser le fait de la fraude aujourd'hui, qui est un élément important dans les entreprises françaises. Et en quelques chiffres, par rapport à un sondage et une enquête qui a été menée et qui a été réactualisée qui a été faite en 2007 par rapport à l'année 2014, voir un petit peu l'évolution. Je reviendrai ensuite sur des éléments, des préconisations, que ce soit pour la fraude au virement, la mise en place de solutions, et l'une des solutions de l'offre SedgeFR-Pénil est bien entendu les BigTF. On reverra mais assez rapidement, mais j'ai tout détaillé, en tout cas j'ai détaillé le maximum d'informations sur les slides pour voir un peu la mise en place de ces outils-là qui permettent de sécuriser au mieux les flux, et d'autre part de voir il existe des process autres que les protocoles et les échanges bancaires sur lesquels SedgeFR-Pénil peut répondre, en tout cas répond à cette problématique de sécurisation des moyens de paiement. Je ferai un focus en fin de session qui est l'article 43 de la Macron, dite sur la mobilité bancaire, qui va être bientôt applicable pour toutes les entreprises françaises. Et j'essaierai de vous donner un peu de visibilité sur cette loi Macron, comment elle s'applique dans l'environnement bancaire, et en tout cas quel est l'impact pour vous, et voir quelles sont les solutions qui vont être proposées sur l'offre SedgeFR-Pénil. Donc, voilà. La première chose, j'ai voulu revenir sur la partie contexte et de voir un petit peu avec vous l'évolution de la fraude et de prendre conscience de l'explosion de la fraude en France. On va dire que par rapport à l'ensemble des acteurs européens ou au niveau mondial, la France est la plus exposée actuellement sur la partie fraude bancaire, avec différents moyens et outils qui s'appliquent sur la fraude. Et ce qu'on voit là par rapport à l'année 2014, c'est un bond de plus de 13% de fraude en France. Après, on le verra à travers les différents moyens qui sont utilisés pour la fraude, mais cette fraude continue, elle est en constante augmentation, et surtout, la particularité, c'est qu'elle s'applique beaucoup en France. En tout cas, il est relevé par rapport aux différentes enquêtes
que les entreprises françaises doivent se prémunir de ces risques. Je vais voir avec vous qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter comme solution à travers, d'une part, Sedge et FRP1000, mais aussi à travers l'organisation de votre entreprise et des moyens que vous allez pouvoir mettre en place. Donc, une fraude toujours en constante évolution, même en augmentation un peu plus importante en 2016. L'autre point, c'est la cybercriminalité qui en fait est très importante en termes de fraude. Donc ici, quelques chiffres qui marquent, c'est 68% on va dire des entreprises françaises ont été victimes d'une fraude au cours des 24 derniers mois. Donc cette fraude, elle devient en fait surtout sur la cybercriminalité, c'est 53%, et 18% qui est la délinquance astucieuse, donc ce qu'on appelle la fraude au président, avec, on va dire, l'usurpation d'identité ou par rapport à différents outils que mettent en place ces fraudeurs. En tout cas, ces attaques qui peuvent se faire chez vous en interne. Donc ces chiffres-là sont assez marquants et sont en constante évolution. L'autre point, ce qui était intéressant de souligner par rapport à l'évolution des types de fraudes qui sont en France, donc on voit qu'il y a eu un bond entre 2014 et 2015 qui est la cybercriminalité. Donc on verra à travers quels outils, quels moyens on va pouvoir se prémunir de ces risques. Donc on voit que entre 2014 et 2016, c'est plus de 25%. Délinquance astucieuse, c'est plus 8%. Mais on va dire que la fraude comptable, on va dire, est en régression, en tout cas par rapport à de la fraude interne. Et on le voit à travers peut-être la mise en place de certains outils ou la sensibilisation des différents acteurs de l'entreprise pour pallier à ces risques de détournement, en tout cas de contournement des process internes. Donc une progression constante, la cybercriminalité importante. Donc c'est vraiment ce qui caractérise aujourd'hui la France par rapport au reste du monde. L'autre point sur lequel j'ai voulu, en tout cas je souhaite faire le point, c'est la partie, le portrait robot du fraudeur français. J'ai trouvé qu'il était intéressant de voir un peu la typologie du fraudeur qui opère en fait en France. Donc on parle de fraude interne, on est en légère diminution, donc tout ce qui va être interne, c'est-à-dire que modification d'un RIB, modification en fait de documents ou de fax à travers la banque. Donc ceci est en baisse. La fraude externe, on va dire par rapport à 2014, est à peu près la même, mais on va dire que les noms inconnus, il y a d'autres moyens de contourner sur lesquels ils ne sont pas forcément visibles. On contacte, mais on ne sait pas quelle est la manipulation qui a été opérée. Donc c'est aussi une évolution et c'est ce risque-là qui devient plus important, en tout cas en 2016. L'Institut, alors toutes ces enquêtes-là, je me suis appuyé sur les enquêtes de fraude 2016 de Price, qui a sorti une enquête qui est totalement disponible et sur lequel Sedge et nous appuyons régulièrement. Et ils ont essayé de déterminer quel est le type de fraudeur en termes de collaborateurs. Et j'ai trouvé ça, au-delà que ce soit un petit peu amusant d'avoir un profil type du fraudeur. Bien généralement, c'est 76% des hommes qui sont à l'origine des fraudes. Une grande partie de cadres, donc les cadres qui, on va dire, ont accès peut-être plus au SI interne, à de l'information interne, et qui peuvent être amenés justement on va dire, à franchir la ligne et à frauder l'entreprise, en tout cas interne ou externe. Ce sont des diplômés et ils sont âgés entre 31 et 40 ans. Avec, en moyenne, c'est ce qui est intéressant, plus de 10 ans d'ancienneté. Et c'est ce qui est un peu dans le profil type du collaborateur fraudeur, de voir que justement, au fil des années, on prend confiance sur certains collaborateurs ou des personnes externes sur lesquels ils sont susceptibles de plus d'être, on va dire, plus à même de frauder l'entreprise sur lequel ils gravitent avec les différents services de l'entreprise. Autre point, dans le mode d'évolution et de la détection de la fraude. Ce qui était intéressant ici, c'est de voir un petit peu l'évolution entre 2014 et 2016. On va dire que les modes de détection, c'est ce qui ressort le plus, c'est l'environnement de contrôle. Quels sont les process que vous mettez en place dans l'entreprise
Et on voit qu'entre 2014 et 2015, le contrôle interne n'a détecté que 40% de ces éléments de fraude. L'autre point, la culture d'entreprise, on va dire, c'est plutôt par rapport à un process vu existant, c'est l'alerte dans l'entreprise, au-delà des éléments de contrôle, des services de contrôle, qui détectent et qui vous permettent de voir où la fraude s'est effectuée. Et on va dire que on ne sait pas, on va dire c'est la partie la plus importante, c'est qu'on sait qu'on a été victime d'une fraude parce qu'on l'a constaté, et quels sont les moyens qui ont été utilisés. C'est la piste en fait, et la traçabilité de cette fraude qui n'est pas aujourd'hui en fait détectable. Et on aurait, je pourrais vous donner quelques exemples où dans la cybercriminalité, où aujourd'hui on a des hackers qui sont capables de modifier à distance, de s'introduire dans les systèmes pour modifier un RIB, un IBAN, et de pouvoir se faire les virements seuls dans des transactions qui ont été, on va dire, enregistrées normalement par les utilisateurs, normalement par les différentes interfaces, où on détecte la fraude bien après. Donc savoir d'où vient la source, c'est ce qui est aussi difficile aujourd'hui de traiter dans les différents systèmes. Par rapport à ces éléments-là, donc on fait le constat de ce qui se passe en France et un petit peu dans le monde, dans les différents services, par rapport aux différents moyens. Et j'ai voulu ici vous représenter les réflexes à adopter par rapport à de la fraude au virement. Je vous conseille aussi d'utiliser l'ensemble des documents que je vous transmets pour bien sensibiliser l'ensemble des acteurs qui sont de votre entreprise, de différents services, et d'adopter certains réflexes. Alors, je veux dire que ces réflexes-là, on va dire qu'ils sont, on va dire qu'ils tombent de sens, mais il est bon de les rappeler et de sensibiliser l'ensemble des collaborateurs. Afin de se prémunir donc de ces arnaques, il y a des bons réflexes. On a noté 9. Le premier, c'est respecter la procédure interne pour l'exécution des virements. Il faut le dire, il faut le redire, c'est qu'il y a besoin d'une procédure écrite ou transférée avec des circuits de validation qui doivent être opérés au sein de l'entreprise, au moins par 2 personnes. Bien entendu, la personne qui crée, qui fait la demande de virement ne doit pas être la même personne qui transmet les éléments à la banque. C'est une règle simple, basique, mais elle doit être opérée. On verra à travers les offres Sage qu'on pourra mettre en place des circuits de validation. Il faut aussi sensibiliser vos collaborateurs aux risques d'escroquerie. Ils sont conscients des risques de la fraude et vous pouvez communiquer sur l'importance et les différents exemples d'escroquerie qui sont en fait énoncés chaque jour. Un fournisseur qui vous envoie un mail pour vous demander la modification de son RIB, il ne faut pas juste transmettre à la personne et modifier le RIB, il faut en fait sensibiliser le collaborateur en disant il faut que tu appelles le fournisseur pour être sûr que c'est bien lui qui t'a envoyé cette modification de RIB. En tout cas, mettre en place des process et communiquer avec l'ensemble des collaborateurs qui ont accès à l'ensemble des informations bancaires de l'entreprise pour qu'on limite au maximum ce risque. Être en veille sur les escroqueries aux entreprises. Je pense que c'est un élément aussi important que tout DAF ou SI doit prendre en compte régulièrement. Il y a différents sites de vigilance qui sont assez efficaces, qui vous donnent les dernières ruses ou astuces entreprises par les fraudeurs et les arnaqueurs qui viennent modifier ou échanger en fait l'ensemble des informations du système. Et il y a quelques sites qui sont la clé de la banque ou certains cabinets d'audit. On en a pris quelques-uns ici dans l'explication, et qui font de la documentation assez précise et qui vous donnent un peu les tendances, et en tout cas qui vous permettent d'avoir certains outils ou de la communication pour voir quels sont les risques encourus par l'ensemble des entreprises. Donc c'est important d'être toujours renseigné de ce qui se passe et comment en fait ces escrocs permettent d'accéder aux informations essentielles de l'entreprise. Les autres points, c'est la maîtrise et la diffusion des informations concernant l'entreprise. On s'aperçoit que beaucoup dans la cybercriminalité, on s'appuie sur des éléments, de la communication qu'elle soit interne à l'entreprise, donc il faut être attentif à ce qui sort de l'entreprise en termes de communication, les organigrammes, les responsables, qui valide quoi et à quel moment dans le service. C'est des informations qu'il ne faut pas diffuser. Donc il y a de l'information qui est obligatoire que vous êtes censé faire, mais de diffuser les adresses email, l'ensemble des rôles et responsabilités dans l'entreprise, on s'aperçoit que
ces éléments-là sont pris en compte pour pouvoir mener des attaques dans vos systèmes. Après, on va rentrer, mais faire preuve de bon sens, bien entendu, tout virement inhabituel qui viendrait surtout avec une demande à l'étranger, vous en avez entendu parler, mais c'est toujours le cas, et on s'aperçoit que la fraude arrive encore à passer aujourd'hui. Comme je vous disais tout à l'heure, un fournisseur qui vous envoie juste un IBAN en disant il faut le modifier, ou un responsable par mail qui vous dit il faut faire un virement de tel montant à tel ordre, il faut mettre en place des circuits de validation, il faut toujours informer la hiérarchie, il faut qu'au moins une deuxième personne confirme les propos de tel ou tel autre responsable s'il n'est pas sur site ou s'il n'est pas joignable avant de pouvoir faire exactement le virement qui est attendu par l'escroc. Et l'autre point, mais je veux dire qu'il il tombe sous le bon sens aussi, c'est prendre le temps d'effectuer les vérifications. Plus la demande elle va être inhabituelle, plus il faudra prendre le temps d'effectuer des vérifications et des contre-appels. Et ce qu'on dit aujourd'hui de plus en plus, et j'ai plusieurs cas de fraude actuellement, c'est voilà, on vous a demandé un RIB ou un virement, il faut contacter les personnes directement, faire très attention, ne jamais prendre en compte le numéro de téléphone que vous auriez reçu sur un mail ou un fax ou tout autre document. Il faut essayer de voir sur les sites, on va dire, de vérification ou comment dire, de pages jaunes et autres, de voir que le numéro qui est utilisé n'est pas un numéro de fraudeur. Parce qu'aujourd'hui, ils sont capables aussi bien de modifier les numéros de téléphone d'une entreprise, de se faire passer pour une entreprise, et bien entendu, de vous donner des informations qui vous paraissent totalement conformes et sur lesquelles vous n'avez jamais effectué un virement, sur lesquelles vous n'avez jamais fait un appel. Donc il faut toujours se prémunir et procéder aux vérifications. On verra à travers SedgeFR qu'on peut mettre en place des systèmes de sécurisation. Les derniers points qui sont sur le bon comportement à adopter, c'est veiller à la sécurisation des accès aux services de banque à distance. Tout ce qui est code d'accès aux services bancaires, aux entreprises, login, on va dire, et mots de passe, doivent être toujours, on va dire, ne doivent pas être simplifiés et pas être connus de tous. Je m'aperçois encore, ça rejoint un peu le 6.8, que bien souvent, on a des systèmes qui ont toute la sécurisation que l'on souhaite, qui peuvent mettre en place un système de login et de mot de passe. Et bien souvent, on s'aperçoit que les logins n'ont pas de mot de passe, ils sont rarement renouvelés. Donc, il y a des politiques de mot de passe à adopter dans les entreprises et dans tous les systèmes. Bien souvent, quand je passe dans certaines entreprises, le mot de passe est sur le post-it collé à l'écran, le mot de passe est sur le calendrier écrit en dur sous le clavier. Donc, c'est à proscrire. Et aujourd'hui, avec des systèmes de ce qu'on appelle de l'Active Directory et de système SSO, c'est la possibilité d'avoir un mot de passe complexe et qui va être renouvelé tous les mois, sur lequel vous allez pouvoir en fait vous appuyer en termes de sécurisation et de dire que voilà, au moins la partie informatique et sécurisation du logiciel est faite et on va dire qu'on va éviter un risque supplémentaire par rapport à ces éléments-là. Donc c'est toujours aussi un point qui peut être intéressant à voir, c'est la partie IT, que ce soit, donc je vous parlais des mots de passe, mais tout ce qui est antivirus qui doit être mis à jour sur l'ensemble des postes, c'est une règle de base. Ça concernait bien aussi les logiciels, piratage de logiciels, mais aujourd'hui ça concerne aussi, on va dire, aspirer l'ensemble des utilisateurs mots de passe de votre système pour pouvoir s'en servir et vous connecter aux différents services bancaires. L'autre point, mais c'est contacter rapidement la banque ou la police en cas d'escroquerie. Il y a des services spécialisés aujourd'hui qui sont en fait des divisions économiques et financières qui sont réparties, qui sont régionales et sur lesquelles une plainte doit être déposée le plus rapidement possible et essayer de tracer l'ensemble en fait de l'escroquerie et essayer de remonter au maximum pour voir d'où vient la fraude et si cette fraude pourrait continuer par rapport à, on va dire, un piratage informatique de votre système. Donc il y a des éléments, je veux dire, à se prémunir pour les arnaques, il y a du bon sens, et on voit qu'il y a une partie IT qui peut être aussi importante dans la mise en place de sécurisation des éléments bancaires. La partie qui nous intéresse aujourd'hui, au-delà de ces éléments que j'ai pu vous communiquer, qui sont d'une part les chiffres, la tendance actuelle, les outils à mettre en place, en tout cas les bonnes pratiques à mettre en place dans l'entreprise,
l'EBIX-TS est un élément déterminant aussi pour prévenir la fraude. Au-delà des aspects techniques, technologiques, c'est lui qui va permettre d'avoir une meilleure sécurisation des flux, mais en tout cas de mieux tracer l'ensemble des éléments auprès de vos établissements bancaires. Ici, je vais revenir sur deux aspects parce qu'ils sont importants. Beaucoup d'entre vous sont déjà passés d'un mode EBIX, ce qu'on appelle l'EBIX-T, c'est EBIX et transport, sur lequel vous étiez dans un mode, l'EBIX vous permet de réceptionner vos relevés bancaires, permet de transmettre des fichiers, mais vous étiez sur de la confirmation fax, ou certains d'entre vous sur des portails bancaires sur lesquels vous allez cliquer l'ordre de virement, utiliser une clé ou un bundle de sécurisation, et c'est ce qui a été utilisé aujourd'hui le plus, on va dire ce qui était le plus répandu. Depuis quelque temps, les banques vous poussent à basculer en fait sur le mode EBIX-TS, qui va vous permettre, au-delà de télétransmettre, de faire une confirmation de l'ordre de virement et apporter en fait, et on va dire mettre un sceau directement sur cet élément-là, qui est la signature personnelle. Et d'autre part, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça va permettre de déresponsabiliser la banque dans le sens où vous sécurisez et c'est vous qui êtes le donneur d'ordre de l'ordre et le responsable de l'ordre de virement. Il y a différents outils. Ces options-là sont présentes dans Sedge FRP1000 à travers les outils et le module de communication bancaire. Et cette signature électronique va vous permettre d'être déjà plus souple, de mettre en place un certain nombre de circuits et surtout d'authentifier l'ensemble des virements qui partent vers l'entreprise. On s'aperçoit que bon nombre de piratages ont même pu être effectués dans un environnement de e-banking où les hackers, c'est-à-dire que le hacking a permis en fait si la clé était restée sur le PC, s'ils accédaient en fait au portail de la banque, de pouvoir en fait eux-mêmes déclarer un ordre de virement sans que la personne soit devant son poste. Donc c'est des éléments aussi et des règles à avoir, que ces clés et ces bundles doivent être sécurisés, ne doivent être pas à la portée de tous et doivent être retirés de chacun des postes sur lesquels elles sont utilisées. Et c'est une règle aussi qu'il faudra adopter pour la mise en place de l'EBIX-TS. Donc, grande différence entre l'EBIX-T et TS, c'est qu'on signe l'envoi, l'ordre de virement, par une signature dite électronique et qui va être transmise à la banque. L'autre point, c'est cette EBIX-TS, qu'est-ce que c'est exactement et techniquement? C'est que c'est une clé qui est en fait générée, qui est personnelle, qui dispose en fait d'une sécurisation avec, qui est validée par des autorités de certification, ce qu'on appelle l'AC, et qui permet donc de transporter et d'envoyer le protocole. C'est une clé à chiffrement et authentification unique, donc vous êtes responsable, chaque personne qui a une clé est responsable des transactions qu'il effectue, avec une clé de cryptage très forte au niveau de la sécurisation de la clé EBIX-TS. L'autre point, c'est que ces clés, vous allez pouvoir les récupérer au sein d'organismes de certification qui sont compatibles. Ici, je vous ai mis la liste de certaines on va dire, certifications. Et pour être très clair avec vous, la plus utilisée aujourd'hui, en tout cas celle qu'on conseille le plus, c'est la clé 3SKey. Elle est totalement adaptée à des modèles multibanques, c'est-à-dire qu'on fait l'acquisition d'une clé 3SKey, faire la signature de l'EBIX-TS et elle va être opérable à l'ensemble des banques que vous gérez au sein de votre société. Donc avec son accès, mais vous pouvez très bien prendre une clé d'une banque de votre banque principale et certaines permettent d'être sur d'autres banques pour avoir une seule clé, ne pas avoir une démultiplication de clés pour faire les signatures de EBIX-TS. L'autre point, c'est la possibilité de, l'autre point, c'est de voir comment cette particularité, en tout cas dans ce mode opératoire d'EBIX-TS, on va pouvoir le mettre en œuvre et quel est l'impact en fait sur l'ensemble des services. Donc ici, je vais vous présenter un petit peu la mise en œuvre de l'EBIX-TS, voir un peu comment on va pouvoir l'initialiser dans le système et on verra les quelques points à retenir pour la mise en place de ces clés. La première chose, comme je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on va faire l'acquisition d'une solution de communication bancaire.
ceux qui ont fait banque 7000 banque paiement, on le verra que c'est une option complémentaire pour pouvoir signer en protocole BXTS. Donc le logiciel reste le même, l'interface reste la même, mais on va activer un module complémentaire dans la partie banque paiement. Ensuite, vous allez faire la demande de e-token avec certification X509 auprès d'une banque. Vous allez prendre votre banque principale qui va vous permettre de vous fournir avec cette clé BXTS, ou alors de prendre une de vos banques, peu importe laquelle, sur lequel vous allez pouvoir choisir une clé. Comme je vous l'ai dit, la 3F Key vous permet d'être en multibanque, donc c'est un élément qui est très important. Donc la banque vous fournit le dispositif, et ensuite vous allez devoir ouvrir les contrats BXTS. Donc c'est aussi un point important. Et ce qu'on voit aussi dans les déploiements qu'on effectue, c'est que, on va dire, lorsqu'on intervient chez vous, il faut que l'ensemble des contrats et des éléments soient mis à disposition pour qu'on puisse initialiser et paramétrer l'ensemble des flux. Donc c'est un contrat comme les contrats que vous passez auprès de vos banques pour la récupération des virements, la récupération des relevés, des virements, des prélèvements et autres. Donc on va ouvrir un contrat BXTS auprès de la banque. Ensuite, bien entendu, il y a un paramétrage à effectuer au sein de l'application. Ce paramétrage, c'est la définition de l'ensemble des données du protocole BXTS. Il y a 3 éléments qui sont importants. C'est les certificats qui vont être gérés, l'identification qui va être rattachée entre votre compte bancaire et votre application, et on va effectuer des tests de connexion, des BICS, et de la transmission en fait d'ordre à votre banque pour dire voilà quel est le dispositif que je mets en place, quelle est son identification, et qui va vous permettre de valider l'ensemble du paramétrage de Sedge, on va dire, avec le module banque paiement. Donc ces paramétrages et ces tests sont faits directement, on va dire, sur une journée de mise en place, avec la possibilité d'étendre ce paramétrage à un ensemble de banques et à un ensemble de comptes bancaires et de sociétés avec le même périmètre, avec la même clé. Donc, le conseil qu'on vous donne aussi, c'est de ne jamais commander une seule clé, bien entendu, d'en avoir toujours une deuxième de réserve et de donner des clés à l'ensemble des signataires qui pourront et qui devront signer l'ensemble des transactions bancaires au sein de votre application. Donc, toujours avoir une clé de secours, si elle est détruite ou en anomalie, vous ne pourrez plus signer, plus aucun échange ne pourra partir pour faire les différentes transactions au sein de vos services bancaires. L'autre partie, c'est, je vous l'ai mis en exemple, mais c'est pour juste un peu de matérialiser, c'est que vous avez des contrats télématiques, c'est un peu ce que vous avez déjà, comme je vous disais dans les relevés, c'est des contrats sur lesquels vous allez donner en fait quelle est la typologie de format que vous allez utiliser, quel est l'user ID que vous allez avoir, les plafonds d'ordre ou des plafonds par séquence. Il y a tout un ensemble de paramétrages qui peut être différent suivant les banques et c'est un document que vous allez devoir transmettre. L'autre point, c'est, je ne vais pas revenir sur toutes les phases parce que c'est quelque chose qui est déjà l'identification de ces clés. On a fait un petit focus ici, c'est sur les clés 3F Key qui sont fournies par Swift, donc qui sont multiphases. J'ai pris l'exemple de cette clé-là. Elle est délivrée, en fait, Swift délivre des certificats e-token numérotés et anonymes aux banques. Ensuite, on commande les tokens et les certificats en fait, à 3F Key auprès de ces banques. On active ces certificats directement sur un portail, c'est-à-dire que vous allez avoir un portail indépendant sur lequel vous allez pouvoir administrer vos clés. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, via l'ID, qui est unique à la clé, de dire cette clé-là, je l'ai perdue, on l'a perdue, je veux en fait l'annuler ou la bloquer. Je vais avoir un portail totalement indépendant qui va vous permettre d'administrer un petit peu ce jeu de clés. Les banques enregistrent ensuite le client associé aux différents signataires, aux certificats qui sont en fait activés et aux unique ID. Donc on est vraiment en fait sur une identification la plus fine et on doit connaître le porteur de chaque ID, de chaque en fait certificat. Et vous pouvez vous révoquer, comme je vous le disais, en fait sur ce portail n'importe quelle clé, en sachant qu'elles ont des dates d'expiration et on va devoir renouveler les différents certificats où on doit avoir des alertes pour dire à partir de telle date, on doit renouveler l'ensemble des certificats par rapport aux dates de fin de droit. L'autre point, c'était l'exemple de lettre d'initialisation. C'est ce qu'on vous demande parfois de signer, en tout cas
cette clé et le document est à retransmettre avec vos banques. Je l'ai mis ici, c'est justement pour vous donner un petit peu l'image de ce qui se fait actuellement, ou ce qui se fait, tout le monde n'a pas la même procédure, mais c'était pour vous permettre de voir un petit peu l'exemple. Alors les codes, ils sont encore éditables et on les a en papier, mais l'intérêt, c'est vraiment de faire cette liaison informatique entre le point de la banque et votre entreprise au niveau de l'initialisation des certificats bancaires. Donc, ce qu'il va falloir retenir pour la mise en place de l'EBIX, donc il y a une organisation qui doit être faite, aussi bien dans l'acquisition de ces clés, des contrats télématiques que vous allez devoir faire auprès de vos banques, auprès de chacune de vos banques, faire évoluer aussi l'application de communication bancaire. Donc, suivant les versions, vous allez devoir faire évoluer vos systèmes. Donc, si vous l'avez en place aujourd'hui et si vous disposez d'un logiciel Sage Banque Paiement, il faut savoir que l'EBIX-CS était déjà disponible dans différentes versions. Bien entendu, aujourd'hui, en Sage FRP 1000, nous sommes en version 7.10 et bénéficie de l'ensemble des améliorations et des protocoles, aussi bien protocole échange bancaire ou circuit de validation qui sont intégrés dans l'ensemble de l'application Sage 1000. Et qui va vous permettre aussi on va dire, de sécuriser l'espace informatique pour pouvoir en fait être certain qu'on ne peut pas subir d'attaques, ou en tout cas de limiter les attaques par rapport à votre infrastructure. Donc ces éléments-là, ce document-là, on vous le transmettra en fin de session et qui vous permet de définir un petit peu l'ensemble des étapes pour l'EBIX-CS. On va voir un petit peu comment s'organise l'EBIX-CS dans Sage FRP 1000 Banque Paiement. Donc on va essayer de voir un petit peu le parcours qui est fait sur l'ensemble de l'application Sage 1000. Mais avant ça, je voudrais juste refaire un petit focus pour qu'on comprenne bien comment sont composées les briques Sage FRP 1000 et donc de faire un petit focus sur, on va dire, les différents modules et savoir s'ils sont optionnels ou pas dans Sage 1000. Donc, pour certains d'entre vous, vous disposez de la comptabilité 1000. Vous avez, au sein de la comptabilité 1000, ce qu'on appelle les moyens de paiement. Alors, les moyens de paiement, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité d'importer ou de générer des fichiers, par exemple, de virement. C'est-à-dire qu'on génère des fichiers, et c'est du fichier, et ensuite, on le transmet à un outil bancaire. Par contre, si vous disposez, à contrario, si vous disposez de l'outil du module complémentaire banque paiement, Banque 1000, cet outil-là va vous permettre d'aller un peu plus loin et d'avoir une base cryptée et sécurisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de flux qui vont transiter, aucun flux ne va transiter entre la comptabilité et la banque. Et la partie communication bancaire, c'est l'outil qui est en temps réel entre votre comptabilité, votre banque et la banque, en fait, l'établissement bancaire, donc qui sont en lien. Et ensuite, vous allez avoir la possibilité d'ajouter les deux modules complémentaires qui sont le rapprochement 1000 et les aides trésorerie. Ce que je voulais ici vous représenter dans ce schéma, c'est de voir un petit peu le process, je veux dire qui ne concerne pas que l'EBIX-CS, c'est que tous les matins, je vous le rappelle que Sage 1000 permet de faire de la réception bancaire, de vous relever, de vos différents relevés qui soient pour une société ou l'ensemble des sociétés. Donc, il y a une communication qui s'opère toute seule à 6h, 7h, 8h du matin, et qui va permettre de mettre à disposition les relevés, aussi bien pour la partie rapprochement bancaire que la partie trésor. Une fois que ces relevés sont ici, il faut rappeler que les outils de communication bancaire Sage vont vous permettre de comptabiliser un certain nombre de flux en automatique pour améliorer le process de rapprochement bancaire, et vont vous permettre aussi, par rapport au logiciel de trésorerie, de vous envoyer des flux prévisionnels de la comptabilité vers la trésorerie 1000. On va pouvoir aussi voir la génération des virements de trésorerie qui passeront, toutes les positions ou les rééquilibrages de compte que vous ferez en trésorerie vont passer par les moyens de paiement, vont permettre l'émission d'ordre à la banque, mais aussi de
de générer les écritures de trésorerie au niveau de la comptabilité. Et tous ces flux que je suis en train de vous énoncer ici vont être directement dans une base cryptée unique, une base de données relationnelle qui permet de sécuriser le flux. La comptabilité, elle, va vous permettre de générer l'ensemble des règlements, que ce soit des virements internationaux, du SCT, donc si ce n'est pas crédit transfert, ou du SDD, c'est pas débit direct, donc ce qu'on appelle le virement domestique ou le prélèvement, et la dématérialisation, c'est des chèques magnétiques qui vont permettre d'être générés directement dans cette unité. Et ce qui va arriver ensuite, c'est qu'auprès de la banque, on va mettre ici une option, un élément complémentaire qui est la signature pour l'émission des règlements. Et cette signature bancaire, c'est ce qu'on appelle l'EBIX-TS. Elle est représentée ici par une petite clé USB. C'est une clé qu'on met sur le PC qui va vous permettre, aussi bien en client lourd qu'en client web, de valider vos transactions et de les sécuriser et d'avoir des transactions cryptées. Voilà le processus qui vous permet aujourd'hui, à travers l'offre Sedge FRP1000, de sécuriser vos flux déjà à travers le module et surtout l'aspect base unique et base cryptée, coffre-fort, qui simplifie le fait de ne plus stocker des fichiers sur un réseau et ensuite qu'il n'y ait pas de piratage de ces fichiers, qu'on ne capte pas ces fichiers, mais qu'ils soient bien au sein d'une base sécurisée. Une fois qu'on a vu un petit peu l'ensemble des interactions de Sedge FRP1000 au niveau des flux financiers, on va ici voir un petit peu comment ça se passe à travers Sedge 1000. Ce que j'ai voulu vous représenter dans ce slide, qui vous sera donc transmis, c'est que vous allez bénéficier, donc une fois que la transaction, je pars déjà du postulat que la transaction a été opérée au niveau de la comptabilité ou d'un ordre d'un fichier qui a été généré, par exemple les salaires ou autres, c'est que vous allez avoir un tableau de bord qui va vous permettre de voir le nombre de validations de remises en attente. Ces remises qui vont être en validation, c'est que vous allez pouvoir y accéder via des liens hypertextes. Alors il faut savoir que vous allez pouvoir y accéder via le client lourd ou client web, pour toutes les personnes qui sont nomades et qui souhaitent accéder à Sedge 1000 avec un environnement web, il est totalement possible de le faire. Alors, qu'il soit Microsoft ou iOS, on a la possibilité d'avoir les deux environnements. L'autre point, c'est que vous allez pouvoir ici avoir des critères de sélection. Alors, quand vous avez une seule remise à signer, vous n'avez pas besoin de mettre en place des critères de filtre, que ce soit de société ou contrat, mais on pourrait très bien les filtrer par date de création, de support et autres. Une fois que vous avez sélectionné vos remises, cette remise va apparaître ici et vous allez avoir le montant de la remise. Elle n'est pas très grande pour ma démonstration de 1 €, mais c'était pour faire un test auprès d'une banque. Et vous allez avoir les 3 petits points que vous voyez ici de ce côté-là. Ces 3 petits points, si l'ordre de virement constitue, cette remise constitue un seul virement, vous ne verrez qu'un ordre, mais elle peut être constituée d'une multitude d'ordres qui vont être pris dans une seule et unique remise bancaire, qui seront donc accessibles en détail. Lorsque en fait vous allez donner l'ordre de signature, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez avoir un écran complémentaire qui va venir s'ouvrir, qui va vous demander de sélectionner l'ensemble des remises. Alors vous allez pouvoir les consulter, voir le PDF, vous allez pouvoir voir le détail des ordres. Tout ça, en fait, je le représente ici, je le représente pas dans la démonstration, mais c'est quelque chose qui est standard dans Sedge 1000. Et là, le système va vous demander d'introduire le token, donc la clé USB sur votre système. Puis, si le certificat n'apparaît pas, vous allez pouvoir cliquer sur la petite loupe pour voir un peu à quoi correspond ce certificat, comment il est initialisé dans le système, pour vous permettre de signer cette remise. Une fois qu'il est fait, c'est-à-dire que la fenêtre va apparaître, un code et un password va s'afficher, et c'est là où vous allez devoir mettre en fait le password du login qui va vous permettre de signer et d'authentifier en fait l'ordre de virement. Une fois que vous avez renseigné le mot de passe, vous faites OK, et c'est là où en fait, on va dire qu'on va certifier, mettre un sceau sur l'ordre, sur lequel vous allez avoir une alerte, une information complémentaire en disant que la remise a été signée, quelle est sa date, la signature de la remise, avec un numéro de transaction qui va apparaître et qui va vous permettre de dire « Ok, mes remises ont été validées, elles ont été saisies vers un code via mon code token et la transaction va pouvoir s'effectuer. » Donc c'est la démarche qui va s'opérer au sein de Sedge 1000.
Ensuite, vous allez avoir différents types de messages. On va dire que c'est un peu comme l'authentification lorsque vous faites un paiement en ligne, on vous demande en fait de dire je ne clique pas sur la fenêtre suivante, j'ai en fait une authentification qui est en train d'être faite et on a des alertes et des contrôles qui sont faits. Une fois que la remise est passée de l'état initial, en fait de la première signature, il y a un message et un titre d'exemple, on peut différencier différents circuits de validation, parce qu'au-delà de la signature, je vais vous montrer dans la deuxième phase, c'est qu'on peut en fait avoir des circuits complémentaires. Mais ici, ce qui va se passer, c'est que si vous laissez par contre le token sur votre PC, vous allez avoir la possibilité de signer d'autres remises. Alors c'est un avantage, et aussi il faudra bien faire attention, c'est que c'est clé, c'est que si vous la laissez sur le PC, que l'application est ouverte et que vous voulez signer d'autres remises, vous allez pouvoir le faire. Par contre, si la clé est introduite et initialisée, et que vous n'avez pas redémarré votre poste, vous ne l'avez pas retiré, on va dire que toutes les personnes qui auraient accès à votre PC pourraient signer des remises. Donc il est important aussi, à la fin d'une session, à une fin de transaction, de retirer le token et de redemander en fait de réitérer systématiquement la mise en place en fait de la signature du token par rapport à la signature que vous venez d'effectuer. Donc c'est très important aussi de prendre en compte cet élément-là, c'est que ne pas laisser le token toute la journée sur votre poste, il faut pouvoir en fait le déconnecter, il faut le stocker, il faut le garder, et ne pas qu'il soit à la portée de tout le monde, parce que c'est lui qui va faire autorité et qui va vous permettre de transférer l'ensemble des remises auprès de votre banque. Donc, on aura la possibilité, au-delà du token, de mettre en place des phases de circuit de validation. Et c'est là aussi, je voudrais faire un petit focus avec vous, c'est de dire, au-delà de cette sécurisation des BigCS, qui sont un moyen technique, technologique de pouvoir signer la remise bancaire, c'est qu'on a la possibilité aussi de dire, j'ai oublié ce slide, je vais passer à celui-ci, j'ai la possibilité de mettre en place aussi dans cette GMIL des circuits de validation. Et je pense qu'au-delà de les BigCS, il faut savoir que les applications Sage permettent de mettre en place des contrôles internes avant même la signature, la transmission auprès des banques. Et le point important ici, c'est de se dire, je mets en place et j'applique des règles de contrôle par circuit de validation et que les demandes de virement soient faites ou suite à une saisie d'échéance, un règlement fournisseur ou l'import d'un fichier de paye ou un import tout type de règlement, on va pouvoir mettre en place des circuits de validation interne. Ces circuits, on va paramétrer un certain nombre de valideurs. On va pouvoir avoir 1, 2, 3, un certain nombre de valideurs, et aussi avec des seuils par rapport à des montants. C'est-à-dire que toute transaction en dessous de 10 000 a besoin de 2 valideurs, et au-dessus de 10 000, on va dire qu'il faudra un troisième valideur qui est à la direction générale pour valider l'ensemble de la transaction. Donc, si on met en place dans cette GMIL des circuits de validation, ces phases-là sont obligatoires pour passer aux étapes de transfert sécurisé BigCS. Donc, c'est là aussi, c'est important de prendre conscience que, au-delà de cette partie de BigCS, on a la possibilité dans cette GMIL de mettre en place des circuits de validation. Et ces circuits de validation, c'est-à-dire que ce qu'on fait de plus en plus, au lieu d'aller se connecter, de voir ce qu'il y a à faire, c'est qu'on a un système de workflow qui va vous permettre de pousser auprès de différents responsables en disant voici le lien, voici une remise à valider, merci de se connecter, vous allez pouvoir avoir un lien et être averti rapidement et de pouvoir signer cette remise, en tout cas signer le circuit de validation pour ensuite une personne sera en charge de transférer la remise auprès de la banque. Donc c'est important aussi de prendre en compte que au-delà de l'aspect EBIXPS, on va pouvoir intégrer au sein de Sage FRP 1000 des circuits de validation qui vont permettre de mieux vérifier, mieux contrôler l'ensemble des flux. Une fois qu'on a vu en fait l'ensemble d'une part les BigCS, d'autre part les moyens à disposition pour les circuits, ce que j'ai dans le dernier slide que j'ai voulu en fait représenter ici, Sage FRP 1000, on va pouvoir mettre en place d'autres éléments de sécurisation des flux. Et là, on va dire qu'il y a une partie qui est administration.
c'est ce qu'on vous demande, en tout cas on le demande de plus en plus, c'est de pouvoir en fait modifier à travers une gestion des droits poussée les accès à l'application 7000. Ici, dans ce slide, quand je parle de SSO et d'AD, c'est de pouvoir connecter 7000 à travers, on va dire, l'Active Directory de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est? C'est que tous les matins, lorsque vous ouvrez votre session Windows ou autre, on vous demande un mot de passe. Ce mot de passe, c'est l'IT, vos services informatiques qui définissent des règles, des obligations. On va dire qu'aujourd'hui, dans une session Windows, tout le monde a un mot de passe. Mais on va dire que ces règles-là, on pourrait très bien les appliquer à SedgeFRP1000 qui peut se connecter au même système. Donc, automatiquement, vous allez devoir avoir une application de règles avec une modification de mot de passe, qu'elle soit, normalement, la règle, c'est du mensuel, avec une obligation d'avoir un certain nombre de caractères et de jeux de caractères obligatoires. Donc là, je veux dire que la base, elle est là, et je vois encore trop d'entreprises où il n'y a pas de mot de passe pour pouvoir rentrer dans l'application 7000. C'est à proscrire totalement. D'autre part, c'est en fait de bien définir la gestion des menus et des accès à 7000 par rapport aux différents moyens de paiement. Quelqu'un qui saisit, qui est un opérateur de saisie, ne devrait pas avoir le menu des ordres de virement. En tout cas, s'il saisit une facture fournisseur, il ne devrait pas pouvoir lui-même créer le fournisseur, lui-même pouvoir avoir l'autorisation de créer l'IBAN et d'avoir l'autorisation de faire le virement. L'objectif, c'est de se prémunir en tout cas des risques de fraude interne, et on le voit encore très régulièrement. L'autre point, c'est ce qui est totalement réalisable, et en tout cas ce qu'on fait de plus en plus dans 7000, c'est la mise en place de gestion des droits. Quelqu'un qui crée, des personnes qui sont autorisées à créer des tiers, à créer des IBAN ou à modifier des IBAN ou des tiers, il faut qu'il y ait des règles claires et strictes. Et aussi qu'il y ait la possibilité de générer des ordres. Donc à travers la gestion des droits, on a la possibilité en fait on va dire, de séparer les tâches et de séparer en fait qui a le droit de créer et qui a le droit de modifier, ou alors par typologie de population. Donc c'est vraiment très important de le mettre en place. L'autre point, mais je vais dire que là c'est quelque chose qui est intéressant, c'est que de toute façon, toute création, modification est tracée dans 7000. Donc bien souvent on fait appel à nous pour auditer certaines bases de données, pour savoir qui a créé, qui a modifié, savoir si la fraude elle est interne ou externe, et par quels moyens on a pu modifier telle ou telle transaction. On a la possibilité, en tout cas, de voir un petit peu qu'est-ce qui a été stocké dans les tables de log de 7000, donc tout ce qui a tracé l'ensemble des enregistrements dans 7000 pour voir d'où vient la fraude, et en tout cas de pouvoir la détecter de plus rapidement. La dernière partie, c'est les workflows. C'est des workflows qu'on peut mettre en place, en tout cas qu'on a packagé et qu'on met en place de plus en plus sur l'ensemble de nos clients. C'est des workflows de création des tiers avec circuit de validation. Je m'explique, une personne crée à droit, on va dire dans la société, on aurait peut-être le droit l'équipe comptable a le droit de créer des tiers, de type par exemple fournisseur, mais ça veut dire qu'il y a un circuit de validation, c'est-à-dire qu'il est inactif à la création, et il y a une personne en charge de vérifier que les informations de la fiche tiers sont correctes. C'est-à-dire que c'est cette personne-là qui va activer le tiers. On le voit, c'est vraiment le point le plus important, c'est qu'on voit entre termes de création des tiers, alors qu'ils soient humains ou informatiques, parce que si on a un circuit de validation et qu'on a un piratage et qu'on nous crée un tiers via un système externe, il y aura de toutes les façons un cryptage qui sera fait dans 7000 et l'obligation de valider le tiers, sinon il ne pourra pas être utilisé dans l'outil de communication bancaire. L'autre point, c'est la création et la modification des IBAN, avec la mise en place de circuits de validation. On a de plus en plus d'entreprises où chaque IBAN doit être contrôlé, et avec une politique interne, c'est-à-dire que pour un IBAN, il faut que la personne ait, si elle veut le modifier ou le créer, c'est-à-dire qu'elle ait eu le fournisseur, qu'elle ait la demande écrite ou envoyée par mail, mais avec les bonnes coordonnées, en tout cas la vérification qui ait été faite par la personne qui est en fait habituée à travailler avec le fournisseur. C'est des règles de bon sens, mais sur lesquelles on va pouvoir mettre en place un système de workflow et de validation dans 7000. Et l'autre système de workflow, c'est ce que je vous disais un instant, c'était la partie de circuit de validation interne des remises. C'est quelque chose qui va pouvoir être mis en place assez rapidement avec un système d'envoi d'email par rapport à chaque remise pour qu'on puisse avoir des systèmes de circuit de validation et ensuite de transactions sécurisées et BigTS.
Donc voilà les éléments de la partie, excusez-moi, de la synthèse en fait sur cette partie EBITS. Le dernier focus, et je sais que j'ai pris un petit peu plus de temps, il est 15h20, ça me laisse le temps de voir la loi Macron, n'est-ce pas Charlotte? Tout à fait. J'ai voulu faire un petit focus sur la loi Macron. Alors je l'appelle loi Macron parce qu'elle vient de là. Et bien souvent, on entend de plus en plus de communication autour de la mobilité bancaire. Et je voulais juste, en tout cas, ça va vous permettre juste vous informer sur le sujet et de voir un peu qu'est-ce que Sedge aujourd'hui va mettre à disposition pour pouvoir gérer cette partie de loi Macron. Alors la loi Macron, c'est quoi? C'est l'article 43 de la loi Macron sur la mobilité bancaire. Elle s'applique quand? C'est que cette loi s'applique à partir du 6 février 2017. Pour qui? Pourquoi on l'a mis en place? Quel était l'objectif ici? C'était de faciliter le changement de banque et de dynamiser la concurrence entre les banques. On va dire que c'est un peu le même jeu que la portabilité des opérateurs. C'est de pouvoir, en fait, ou des assurances, c'est de pouvoir faire jouer la concurrence et que ça ne soit plus à la charge de l'utilisateur, du client, de faire toutes les démarches auprès de son établissement bancaire lorsqu'il change de banque. On va dire que le principe est quasiment le même. Comment? C'est que la nouvelle banque, donc ce qu'on appelle nous la banque d'arrivée, en tout cas ce qu'ils appellent dans les textes la banque d'arrivée, s'occupe de l'ensemble des démarches. On va voir quelles sont ses obligations et on verra après dans quels sont les impacts pour l'entreprise. Donc, quand, pourquoi, comment, on y répond. Et ensuite, on va voir un petit peu le dispositif et les étapes. En fait, les étapes, quelles sont-elles? La nouvelle banque fait signer en fait un mandat de mobilité bancaire. Donc c'est elle qui va, en fait, le client signe ce mandat et le mandat, il va permettre à la nouvelle banque d'agir au nom du client. Donc c'est la nouvelle banque qui va devoir faire toutes les démarches auprès de l'ensemble de son ancienne banque pour pouvoir récupérer l'ensemble des éléments qui vont, on va dire qu'il y a une interaction avec les différentes entreprises. La banque, une fois qu'elle a reçu ce mandat, elle va pouvoir en fait obtenir la transmission de toutes les opérations de paiement ayant circulé sur l'ancien compte au cours des 13 derniers mois. Alors, je veux dire que la nouvelle banque va connaître en fait le parcours, en tout cas toutes les transactions de son client avec l'historique de tout ce qui va être aussi bien des virements reçus, des mandats de prélèvement validés, des virements permanents, donc tout ce qui opère qui sont enregistrés auprès de la banque, ainsi que tous les chèques non débités des chéquiers utilisés au cours de la période concernée. Donc la banque d'arrivée va recevoir un certain nombre d'informations. Une fois ces informations reçues, la nouvelle banque communique les nouvelles coordonnées bancaires à l'ensemble des émetteurs de ces opérations bancaires. Donc ce qui va se passer, c'est que cette nouvelle banque, la banque d'arrivée, va devoir transmettre l'information à tous les fournisseurs ou toutes les personnes sur lesquelles le client faisait un virement ou recevait un prélèvement. Et pour le faire, en fait, les émetteurs devront alors prendre en charge le changement de compte bancaire client dans un délai défini par la loi qui est de 10 jours et d'en informer le client. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise sur laquelle une banque va lui communiquer en disant vous avez un client qui a changé de banque, voilà ses nouvelles coordonnées bancaires, c'est-à-dire qu'il y aura l'obligation aussi d'informer et de dire j'informe en fait que j'ai bien pris en compte cette modification-là et le transfert va s'opérer sans que le client ait à faire quoi que ce soit au niveau de sa banque d'arrivée. L'autre point, c'est que par rapport à cette loi Macron, en fait, elle s'adresse à qui? C'est aux particuliers d'une part, aux banques françaises et aux émetteurs français. C'est-à-dire que le champ est large et c'est-à-dire que ça va s'appliquer à tous les acteurs sur lesquels il y a des transactions qui sont opérées de particuliers, de banques françaises. Donc c'est bien les particuliers qui sont impactés. Donc l'impact sur votre SI, c'est que les émetteurs peuvent choisir de recevoir l'information d'une part sous forme papier, dans le cas de la mise à jour des systèmes d'information. La première étape, on va dire qu'on peut être surtout sur du papier, c'est-à-dire qu'il y aura une information qui va partir auprès des fournisseurs, on va dire du fournisseur pour dire attention, il y a une modification, donc on vous envoie un papier écrit, ou alors sur la forme de la mobilité et des formats normalisés, qui sont en fait des flux de mobilité, et là, le CFOMB et les autorités bancaires ont défini des formats qui vont décrire
et tracer ce flux-là et cette demande-là. C'est-à-dire que via les protocoles EBIX, on va avoir la possibilité de recevoir l'information directement par la communication bancaire. C'est aussi donc un impact sur l'outil de communication bancaire où ce flux va arriver. Les premiers choix, en tout cas la première mise en œuvre, on va dire qu'il va être papier parce qu'on est en train de finaliser et de structurer. Le format des fichiers vient d'arriver et on aura en fait la possibilité de transmettre ces informations. La banque, en tout cas, d'arriver va transmettre ces informations-là pour pouvoir en fait avoir la modification souhaitée. Donc par rapport à ces formats-là, donc la loi Macron est par rapport au protocole EBIX qui va en fait permettre d'acheminer le flux retour, banque de l'émetteur vers son client émetteur. Donc bon, j'ai mis ici le format qui va être standardisé. Je veux dire qu'après, sauf si vous avez une application métier sur laquelle vous allez devoir mettre à jour l'information. Et cet élément-là va prendre en compte le nouvel IBAN du client. L'émetteur doit mettre, donc vous allez devoir mettre en tant qu'entreprise, si vous êtes en lien avec les particuliers, votre système d'information. Donc il y aura la possibilité de le faire ou en manuel, ou alors de récupérer via EBIX et d'intégrer de nouveaux flux de mobilité, qui est en fait, donc, comme je vous disais, un format personnalisé, normalisé. Et vous allez devoir respecter le délai de 10 jours ouvrés pour informer le client de la prise d'effet du nouvel IBAN. Donc, c'est-à-dire que ça va vous engager aussi à, une fois que votre système a été amendé, de transmettre à vos clients, de dire « j'ai bien pris en compte votre modification et voilà, comme quoi, et tous les 10 jours, je vous informe que la modification a été faite. » Donc, vous en êtes responsable. Ce que j'ai voulu ici représenter dans ce petit schéma, c'est un petit peu le parcours de la mobilité bancaire, qui est un élément qui est un peu plus visuel, entre le parcours du particulier, qui se trouve ici, donc son mandat, il va en fait signer un mandat avec le RIB de son ancien compte par rapport à la banque d'arrivée. La banque d'arrivée va demander la liste d'opérations des RIB sur les 13 derniers mois de sa banque de départ. Donc, elle va avoir en fait la liste de tous les virements, les prélèvements, comme je vous disais aussi, les chèques qui sont en cours, elle va être au courant de l'ensemble des informations. Et une fois qu'elle aura fait ces éléments-là, elle va envoyer à la banque de l'émetteur les changements de domiciliation du tiers. Les changements, en fait, vont être retranscrits auprès des entreprises, aussi bien en termes de LCT et bien entendu de SDD, donc des virements domestiques et des prélèvements. Et ensuite, l'entreprise va devoir fournir, c'est à elle de fournir, la prise en compte dans les 10 jours que le changement a bien eu lieu. Donc on voit ici qu'il y a un impact pour les entreprises. Donc les systèmes vont devoir être mis en place. Il y a encore une période, là on va dire, de manœuvre sur lequel les éditeurs et les solutions, les entreprises doivent pouvoir mettre en place ces systèmes-là. Mais dès à présent, et je vais conclure par cette partie-là, c'est que Sedge, à travers les solutions banque paiement, c'est qu'en version 7.10, on va avoir un patch qui va sortir d'ici fin janvier, début février, ou on va dire février parce qu'on est aussi en validation, c'est qu'on aura un premier patch pour la consultation et édition des changements des coordonnées bancaires qui vont en fait permettre d'avoir un élément qui pourrait être ensuite transmis au tiers, qui va être possible dans Sedge 1000. Donc, bien entendu, aujourd'hui, on a la possibilité de changer et de modifier l'IBAN dans les comptes. Et à partir de la prochaine version qui sortira en juin 2017, c'est qu'on sera plutôt là dans l'intégration du flux de mobilité via EBIX, donc comme je vous le disais, avec un format normalisé, sur lequel on aura la possibilité de mettre à jour la base tiers et avoir aussi un circuit de validation des changements d'IBAN. Donc, on va ensuite améliorer le process. On est encore dans une phase de manuel, on va dire de mise à niveau des systèmes. Et à partir de juin, juillet, on va dire plutôt, on sera avec un système plus automatisé, avec une intégration directement dans l'offre Sedge FRP 1000. Donc, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que la loi Macron, il y a des changements, il y a de l'impact au niveau du SI de l'entreprise. Si vous êtes confronté à cette typologie, en fait, si vous êtes en plein dans la loi, pardon, on va pouvoir y répondre avec d'une part un patch en version 7.10 et d'autre part avec l'intégration des flux et la mise à jour des tiers avec des circuits de changement qui sont intégrés dans la prochaine version de juin 2017. Je crois que j'en ai conclu. Charlotte,
J'essaie d'accélérer un petit peu parce qu'il est 15h30, j'ai tenu 1 heure, mais les questions, ça va être compliqué. Alors, Charlotte? on va y arriver, pas de souci. Merci Victor pour cette présentation.